ceux-ci qui n'ont pas de carte d'identité, qui ne savent même ni lire ni écrire. Vous allez défendre. Et j'ai vu à distance, la plupart n'étaient même pas électeurs. Et si vous voyez le taux réalisé par le candidat Paul Biya dans certaines villes à Douala, par exemple, où nous n'avons eu que 13%, ça veut dire que des responsables, des enseignants, des cadres ont voté contre le candidat du RPC. Et quand on dit un peuple descend pour défendre son élection, ce sont ces cadres-là qu'on doit voir en route. Et c'est autre chose. Non. Ce ne sont pas ces badauds que, ce ne sont pas ces badauds que une opposition de voyous et malhonnêtes intellectuellement paye pour aller casser, que vous allez appeler il faut établir, il faut factuellement. C'est totalement, pour moi, c'est totalement irresponsable de dire des choses comme ça. C'est-à-dire que nous sommes d'accord que on doit punir des comportements qui s'écartent, enfin qui violent la loi. Comportement de brigand. Dès qu'on dit comme ça là, on établit que M. Ekan Anissé, qui est décédé, M. Tchokam Tchameni, voici le dispositif qu'ils ont mis en place pour corrompre telle personne, voici ce qu'ils ont fait. Non. Passez le temps à parler des opposants, tels que parle M. Atemengue et tout ça. Non. Passez le temps à nous faire comme ça. Il y a quelque chose. Il y a opposant. Non, Bouba, laissez que je termine la. En 2018, on a vu cette opposition voyou à l'œuvre. Quand M. Kamto déclare, avant même qu'on ait dépouillé, fini de dépouiller la première la loi n'interdit pas de faire. Et c'est la même chose qu'on a parlé. La loi n'interdit pas. L'opposition il y a une opposition républicaine. Il y a une opposition qui va au-delà de ce que la loi prévoit. Ce n'est pas un problème de loi. Quelle est la loi qui l'interdit? Mais je veux dire, la loi interpelle, c'est une opinion, la loi interpelle des mineurs. Parfois, même ils sont. Vous criminalisez maintenant les opinions. Qui incendie des bâtiments publics. Vous criminalisez les opinions. Mais pourquoi ce n'est pas cher monsieur. Vous fermez les yeux totalement vers un aspect des choses. Vous privilégiez. C'est noble de défendre les innocents. Mais vous privilégiez cet aspect, vous fermez totalement les yeux vers d'autres aspects. C'est vous qui avez dérapé, parce qu'on parle d'un cas précis. Le plateau de Canal Presse est encore chaud. Les mots continuent de brûler. Les regards sont durs. Les positions se redissent. Les voix se chevauchent, se heurtent, se déchirent. Les mots ne cherchent plus à convaincre. Ils cherchent à frapper. Les regards sont tendus, presque hostiles. On ne s'écoute plus. On se défie. Des mots lourds lancés. Des vérités hurlées. Des mensonges soupçonnés. Des cris qui disent plus que ce qu'ils expliquent. Sur ce plateau, le Cameroun ne dialogue plus. Ils s'affrontent. C'est tout un pays qui se regarde en chien de faïence. Un pays fracturé entre la peur et la colère, entre l'ordre et la liberté, entre la stabilité et la dignité. Le Cameroun parle. Oui. Le Cameroun parle, mais il parle avec la gorge nouée. Il parle avec les nerfs à vif. Il parle avec une colère ancienne qui n'a jamais trouvé la paix. On parle d'un cas précis là-bas devant le tribunal militaire. Vous allez permettre qu'on... On parle d'un cas précis devant le tribunal militaire. Vous allez permettre qu'on évolue. Mais on parle d'un cas précis devant le tribunal militaire qui n'a rien à voir avec les opposants. D'accord, ok. Et les opposants qui sont, les hommes politiques qui sont sur le plateau... Comment vous affirmer que ça n'a rien à voir avec les opposants? Une crise post-électorale. Nous venons de suivre... Nous venons de suivre le reportage. Vous avez mis le reportage dans les oreilles. C'est dans quel contexte on les a interpellés? S'il vous plaît, vous allez... Qu'importe le contexte. Une certaine opposition.
Monsieur le Parce maire. qu'il ne faut pas Monsieur le globaliser maire. les opposants. Monsieur Il y a le- des opposants républicains, Monsieur- mais il y a des opposants voyous Monsieur et le maire. malhonnêtes intellectuellement qui veulent garder Monsieur- la démocratie camerounaise. Monsieur le maire, vous Et allez... ça, il faut protéger la démocratie camerounaise. Je Voilà. dis que vous, Il faut être ferme dessus. vous faites des Il faut déclarations être ferme en dessus. l'air. Ce ne sont pas des déclarations. Nous sommes tous citoyens. L'élément qu'on nous a montré avoir... Nous sommes tous citoyens. L'élément de ce qu'on nous a pays. montré S'il vous plaît, avoir n'a s'il- pas mis Nous sommes en tous scène citoyens de un ce seul pays. homme politique. Ok, d'accord, vous allez L'élément permettre. qu'on a montré là n'a pas mis en scène un seul La homme politique. responsabilité Dès que pénale vous prenez la individuelle. parole, Christophe. vous commencez Christophe. à dire des choses. responsabilité Vous allez permettre. pénale est Vous allez Alors, permettre. Vous allez donc vous permettre. parlez donc de qui maintenant sur le plateau? On va écouter. De qui? De ceux-là? Oui, on va c'est un des écouter. opposants donc. On va écouter un praticien. Ils ont Un été praticien. payés par des On va opposants. écouter un praticien. de Mais droit. vous ne pouvez pas On va établir ce que écouter vous un avez dit. praticien. Si la de justice droit. est rétablie, On va écouter. est-ce que je peux vous... on va Ils sont pas écouter. poursuivis Monsieur pour le ce maire. fait. Ils ne peuvent pas vous Monsieur citer le un nom. maire. Monsieur le maire. Justement, s'ils sont poursuivis, Monsieur ils le vont maire. dire comment ils se Monsieur- sont retrouvés. Monsieur le Ils ne maire. sont pas poursuivis dans ce que vous dites. Monsieur le maire, vous allez permettre. Ce n'est pas là mon Monsieur- problème, monsieur- c'est la votre justice. problème, Monsieur le c'est maire, la justice qui doit établir. vous allez C'est pas Quelle permettre. justice alors laquelle? Vous permettez quand Celle même. devant laquelle ils sont Celle-là présentés. dit qu'ils sont poursuivis pour les Christophe. infractions que j'ai citées là. Christophe. Et vous persistez à parler des gens qui ne sont pas sur le plateau. Christophe. Pendant que ces panélistes s'accusent, pendant que les camps se dressent l'un contre l'autre, une autre scène se joue loin des projecteurs. Dans les prisons, dans les couloirs du tribunal militaire de Yaoundé, dans les maisons qui attendent. Car au cœur de cette tempête télévisée, il y a un chiffre qui ne crie pas. Il y a un chiffre qui ne se défend pas. Il y a un chiffre qui subit. 148. 148 vies arrachées à la liberté. 148 Camerounais que la République a mis derrière des murs. 148 Camerounais au tribunal militaire, arrachés à leur foyer dans la tourmente post-électorale d'octobre 2025, chaîne invisible d'une élection volée. 148 vies suspendues au fil du rasoir judiciaire pendant que le Cameroun déchiré se dispute leur sort entre murmures de colère et silence complice. 148 destins suspendus, oscillant entre l'attente et le silence, entre la peur et l'angoisse. 148 détenus, pas des ombres, mais des jeunes, des adolescents, des rêveurs. 148 Camerounais fauchés par la nuit du 12 octobre, après les cris de fraude pour Issa Chiroma Bakari. 148 noms gravés dans le marbre froid de Kondengue. 148 vies en sursis, ballotées le 8 janvier devant le tribunal militaire de Yaoundé, où pleurent les familles épuisées. 114 arrachés aux ténèbres carcérales. 28 traînés en comparution libre, unis dans un cri unanime contre l'absurde. 148 visages qu'aucune caméra ne montre. 148 noms que les familles murmurent en silence au fond des maisons vides, autour d'une chaise qui reste vide le soir. 148 histoires interrompues, suspendues dans l'ombre des barreaux pendant que le pays se dispute leur sort. 148. Non plus un chiffre abstrait, mais un peuple en miniature, coincé entre le droit et la peur, entre la loi et l'injustice, entre la voix des panélistes et le cri muet des géoles. Et la vraie question n'est pas de savoir qui a crié le plus fort sur un plateau de télévision, qui a monopolisé les micros pour les invectives stériles. La vraie question est plus froide, plus grave, plus dangereuse. Un poignard glacé planté dans le cœur du Cameroun. Pourquoi ces 148 Camerounais, ses frères, ses filles, ses enfants sont-ils privés de liberté depuis octobre 2025, arrachés au bras de leur famille dans la nuit des manifestations post-électorales?
Pourquoi eux? Pourquoi tant d'autres? Pourquoi eux parmi tant d'autres? Pourquoi ces vies, ces visages, ces histoires individuelles ont-elles été sélectionnées pour être interrompues, suspendues, enfermées derrière les murs? Pourquoi le simple fait de marcher, de protester, de faire entendre sa voix a-t-il suffi à transformer des citoyens en accusés? Pourquoi ont-ils été retirés à leur foyer, à leur métier, à leurs études, dans la précipitation, dans l'obscurité de la nuit? Pourquoi la peur a-t-elle accompagné leur arrestation? Pourquoi le silence a-t-il suivi, laissant les familles dans l'angoisse et la confusion? Pourquoi ces vies se trouvent-elles aujourd'hui derrière les portes du tribunal militaire et des condamnés, alors que, pour d'autres, les manifestations n'ont entraîné aucune sanction? Pourquoi ces arrestations semblent calculées, coordonnées, massives, comme si chaque détail avait été planifié pour marquer les esprits et envoyer un message? Pourquoi l'État a-t-il choisi la voie de la privation de liberté plutôt que celle du dialogue et de la médiation? Pourquoi ces citoyens ont-ils été isolés, rendus invisibles, rendus silencieux, tandis que le pays de bas s'indigne, s'écrie dessus sur les plateaux de télévision? Pourquoi ces jeunes ont-ils été suspendus dans un vide juridique et politique en attendant que quelqu'un explique, que quelqu'un justifie, que quelqu'un dise le pourquoi? Pourquoi ces Camerounais continuent-ils de disparaître dans le labyrinthe des tribunaux militaires pendant que le pays entier se dispute leur sort, mais ne connaît pas la raison profonde de leur arrestation? Ces jeunes-là sont poursuivis pourquoi? Les infractions, c'est quoi? Défaut de CNI, rébellion en bande, propagation de fausses nouvelles. Aucun d'eux n'est poursuivi pour vol, pour destruction, pour assassinat. Ou détention. C'est ça. Et ça, il y a un terrible décalage entre le narratif du politique qui vient dire ils ont cassé, ils ont fait ceci. Je ne parle pas du narratif, c'est des faits. Non, c'est pas des faits. On a vu bien que c'était cassé. C'est pas des faits. Pourquoi je vous dis c'est pas des faits? S'il y a des gens qui ont cassé, on interpelle ceux-là. On les poursuit pour ces faits-là. Pour le moment, ceux qui étaient devant le tribunal militaire de Yaoundé ne sont pas concernés par cela. Ni vol, ni destruction, ni assassinat, ni meurtre, rien. Ni détention d'armes. C'est très violent ce que notre État fait vis-à-vis de sa jeunesse, avec un discours parfois trompeur, menteur volontairement. Qui a décidé pour la Tangandji que beaucoup qualifient d'architecte de rafle ou encore de maître d'œuvre des arrestations nocturnes ou bien les ombres du pouvoir, ces silhouettes qui murmurent dans les couloirs obscurs de Yaoundé, invisibles mais omniprésentes, dictant la loi à leur manière? Qui a tiré les ficelles de cette mécanique invisible orchestrant la sélection de ces vies? Qui a pesé dans la nuit sur le sort des frères, de fils, d'enfants arrachés à leur foyer pour transformer une contestation en punition, un mouvement populaire en acte criminel? Qui a choisi l'intimidation plutôt que le dialogue? Qui a décidé que certaines voix devaient être étouffées, certains corps enfermés, certaines familles plongées dans l'angoisse? Était-ce un ordre clair, précis, écrit sur un bureau officiel signé et daté? Ou une série de murmures, d'instructions invisibles, de pressions qui glissent dans l'ombre du pouvoir, façonnant les arrestations comme on façonne une pièce d'échec, pièce par pièce, cellule par cellule?
Qui derrière la façade du protocole, derrière les sourires des couloirs de Yaoundé a choisi de transformer la contestation post-électorale en silence carcéral? Qui a décidé de ces vies suspendues dans l'attente, dans l'ombre, dans l'oubli apparent des procédures normales? L'État qui est responsable du préjudice causé à la suite doit rester ferme, encore que ça avait été dit. Il y a eu des sorties du ministre de l'administration territoriale. Restez chez vous. Ça a même été paraphrasé. Pour ceux qui veulent pleurer, pleurez dans vos chambres. Mais les gens n'ont pas suivi parce que les gens avaient un autre agenda. Mais quand l'heure de la justice aussi arrive, et surtout l'heure de notre justice qui a beaucoup de manquements, on s'en plaint. Parce qu'il faut le dire, ça ne travaille pas bien au niveau de la justice au Cameroun. Les gens se plaignent des procédures et même des jugements sur tous les domaines. Et qu'il y ait des Camerounais qui ont quand même choisi de prendre le risque d'aller défier l'État. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher ceux-là qui aiment se mettre en avant de façon populiste, permettez-moi de le dire comme ça, un certain ordre d'avocats, voilà, pour juste vanter les mérites de la défense qu'ils savent assurer contre l'État. Non, moi je crois que en réalité, face à une telle situation qui a été dommageable pour notre pays, parce qu'il y a des opérateurs économiques qui ont perdu beaucoup d'argent, il y a des vies qui ont été arrachées brutalement à leur famille. Chacun doit assumer, mais bien plus, parce que il y a aussi la question de la morale publique, il y a la question aussi de la responsabilité publique. Je crois que l'une des choses qui serait mieux indiquée à faire, et dont moi je conseillerais même aussi des avocats de conseiller à leurs clients quelquefois, c'est que face à ce type de situation, on peut aussi demander pardon à l'État. Ces gens-là, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils n'ont rien fait. On a bien vu des camions militaires être incendiés, des boutiques être cassées. Qui paye la facture? Et c'est le résultat de la facture, là maintenant. Sur quelle base juridique, sur quel texte précis repose l'arrestation de ces jeunes Camerounais? Quel article du code pénal? Quelle disposition de la loi antiterroriste? Quels fondements procéduraux ont été mobilisés pour justifier que leur liberté soit retirée? A-t-on invoqué la diffusion des fausses nouvelles, l'attroupement, la rébellion? Si oui, que recouvrent exactement ces qualifications dans ce contexte post-électoral si tendu? Comment le droit camerounais définit-il ces infractions lorsqu'elles sont liées à une manifestation politique? Où commence l'infraction et où s'arrête l'exercice d'une liberté constitutionnelle? Sur quelle base un citoyen qui crie, qui marche, qui proteste bascule-t-il soudain du statut de manifestant à celui de prévenu puis de détenu? Quels dossiers ont été montés? Quelles preuves ont été réunies? Quels actes précis ont été reprochés individuellement à chacun de ces visages que l'on a fait entrer dans l'ombre des cellules? Et surtout, comment ces qualifications juridiques ont-elles pu naître dans un pays en ébullition, où chaque rue grondait, où chaque voix politique était un brasier, où Chiroma proclamait sa victoire et dénonçait la fraude, allumant une flamme d'espoir et de colère dans le cœur des Camerounais, tandis que l'État semblait percevoir ce feu comme une menace insurmontable. Le droit dans ces moments-là est-il un rempart qui protège ou une arme que l'on dégaine?
Les textes ont-ils été appliqués de façon neutre, mécanique, impartiale? Ou ont-ils été interprétés dans la fièvre d'une crise nationale, là où chaque mot devient explosif, chaque accusation lourde de conséquences? Dans cette tempête post-électorale, où la rue s'est levée, où la colère se mêlait à l'espoir, sur quoi exactement repose l'enfermement de ces vies? Est-ce le droit dans toute sa froideur technique? Ou le droit pris dans les turbulences de la politique? Vous savez, ce jour-là, il y a un jeune qui a dit, qui s'est révolté lorsqu'on a renvoyé l'affaire. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, enfin, ce qu'on a dit, qu'on a appris par la suite, c'est quelqu'un qui a été arrêté, c'est un boucher qui a été arrêté au niveau de son comptoir. À Bokolo. Il a été arrêté, il a été interpellé au niveau de son comptoir. Il allait casser qui à ce moment-là? Lorsqu'on suit ce discours emphatique sur ce que les personnes ont fait. Non, je pense qu'il faut restituer les choses. Vous savez, en matière pénale, la responsabilité est toujours individuelle. Punissez quelqu'un, enfin. Et d'ailleurs, il faudrait attendre que la justice punisse. Pour la petite histoire, ces personnes-là ont été renvoyées devant le tribunal militaire avec... on avait visé des infractions vraiment les plus... rébellion armée. Sans saisir d'une seule arme. Et d'autres choses. Vous comprenez? C'est très, très, très compliqué. Comment est-ce que nos forces de sécurité, qui sont réputées être très professionnelles, très compétentes, peuvent se permettre de faire ce genre de... comment je vais ça? Permettez que j'aille jusqu'au bout. Peuvent se permettre de faire ce genre d'enquête avec ce type de conclusion-là. Bon, dites-moi, quand on brûle un engin militaire, vous le qualifiez comment? On l'a brûlé où? On l'a brûlé à Garoua, par exemple. Mais est-ce que à Yaoundé hier, il y a 2 jours, on jugeait les gens de Garoua? Je ne sais pas. Non, mais là aussi, vous n'en avez pas la preuve. On a dit il y a 140 personnes. Parce que tout à l'heure, vous avez déroulé. Vous allez permettre. Difficile d'entendre. On vous a écouté. Franchement, laissez-le également dire ce qu'il a besoin de dire. Oui, mais il faut aussi... Je vous dis, rien que les infractions qui ont été visées par le commissaire du gouvernement sur les dossiers qu'il a eus invalident un certain nombre de choses que vous avez dites. C'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. C'est-à-dire que si les personnes ne sont pas poursuivies pour vol, si elles ne sont pas poursuivies pour destruction, si elles ne sont pas poursuivies pour meurtre, assassinat et autres, comment vous pouvez, dans votre narrative, dire non, les gens ont fait ceci, les gens ont fait ça? Ne faisons pas d'amalgame. Parce que si on m'interpelle pour défaut de carte nationale d'identité, en quoi est-ce que je suis concerné par des gens qui sont allés manifester? Et pourquoi on doit mettre ça dans un paquet? Et pourquoi voulez-vous qu'on ait au Cameroun une démocratie où, lorsqu'il y a des confrontations politiques, les gens n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche? Est-ce que nous avons... comment je peux dire ça? Est-ce que le Minat, qui est arrivé là hier, est-ce que c'est lui qui a conçu la démocratie camerounaise? Pour dire aux gens, allez faire ceci, cela. Est-ce que les lois de 90, qui ont été baptisées les lois de la liberté et tout ça, ont été conçues par des personnes qui étaient folles, qui ont prévu qu'il y ait des manifestations publiques, un certain nombre de choses? Non. Je pense que nous devons tous crier pour dire qu'il faudrait que les institutions fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Dans quelles conditions ces jeunes Camerounais ont-ils traversé les semaines qui ont suivi leur arrestation? Dans quel espace ont-ils été enfermés, entassés, maintenus hors du monde pendant que le pays continuait de tourner sans eux? Que sait-on réellement de la prison de Kondengui, de sa capacité, de son niveau de surpopulation, de la vie quotidienne derrière ces murs? Que signifie pour un corps humain, pour un esprit, pour une dignité de rester des semaines entières et des mois dans un environnement où l'air, la promiscuité, le bruit et l'attente deviennent des épreuves en soi? Dans quelles conditions physiques, sanitaires, psychologiques ces jeunes ont-ils attendu leur premier face-à-face avec la justice? Dans quel état les familles les ont-elles retrouvés quand cela a été possible? Dans quel silence, dans quelle absence d'information, dans quelle angoisse cette détention s'est-elle déroulée?
est le 8 janvier 2026. Dans quelle atmosphère cette première comparution devant le tribunal militaire de Yaoundé a-t-elle eu lieu? Que ressent-on lorsqu'on traverse les grilles d'une juridiction armée après des semaines d'enfermement sous les regards des juges, des soldats, des avocats et surtout sous les yeux des mères, des pères? Que signifie une audience quand elle est entourée de larmes, de fatigue, de visages marqués par l'attente, de parents qui ne savent toujours pas pourquoi leurs enfants sont là? Était-ce un moment de clarté ou un moment de vertige où les questions se sont multipliées au lieu de disparaître? Dans quelles conditions, enfin, une justice peut-elle s'exercer quand ceux qui comparaissent arrivent déjà chargés de 3 mois de détention, de peur, d'épuisement et d'incertitude? Dans quelles conditions une nation juge-t-elle ses propres enfants? Et j'aimerais dire aux jeunes Camerounais, parfois quand nous allons agir dans l'espace public pour des questions politiques et politiciennes, souvenons-nous souvent que nous sommes des responsables de famille, que nous sommes des employés quelque part, que nous sommes des parents d'enfants, que nous sommes des étudiants qui devrions assurer leur lendemain en allant à l'école ou à l'université. Quelquefois, les gens oublient tout cela et ils se retrouvent en difficulté et c'est compliqué. Et moi, ça me peine. Parce que les jeunes qui sont là-bas, la moyenne, c'est entre 20 ans et 30 ans. La moyenne. Et ça fait mal. Ça dérange. Moi qui suis un jeune, je me sens très mal à l'aise. Et moi, je plaide aujourd'hui pour que le chef de l'État, dans sa magnanimité habituelle, puisse voir ce qu'il y a lieu de faire pour ces jeunes, pour toutes ces personnes qui sont incarcérées, quitte à leur donner une deuxième chance. Le ministre de l'administration territoriale avait déjà permis que l'on puisse élargir, avec l'accord du chef de l'État, 615 jeunes, si on peut aller au bout de cela et retrouver une sérénité dans les familles, dans le Cameroun en général, pour moi, ce serait bien. Alors, pourquoi voulez-vous que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui vienne parler des questions judiciaires, qui vienne parler de la manière? Pourquoi voulez-vous que ce soit comme ça? Est-ce que nous voulons que comment je peux dire ça, la gestion de l'État soit réorganisée, améliorée et tout ça? On ne peut pas continuer à applaudir ce type de sortie-là. Comment peut-on partir des situations où des personnes ont été arrêtées à la demande de l'autorité administrative pour qu'on mêle la justice? Et quelle justice? Le tribunal militaire. Mais quelle est la responsabilité de l'autorité administrative? Pourquoi? Non, l'autorité administrative gère l'ordre public, gère les questions, bien sûr, mais elle ne gère pas la justice. Je suis d'accord. Ne faisons donc pas d'amalgame. Ça signifie donc que dans certaines circonstances, lorsque comment je dis ça, les faits le commandent, l'autorité administrative peut dire je prends telle mesure conservatoire. Il s'arrête là. S'il y a des actes qui ont été commis et qui méritent que des personnes soient jugées, soient punies pour les actes que ces personnes-là ont posés, on n'a même pas besoin de venir spéculer, ainsi de suite, parler de magnanimité ici. Parce qu'on fait un mélange de beaucoup de choses. Il ne faudrait pas qu'on théâtralise certaines choses pour faire dire, comment je fais ça, pour tromper, pour désorienter les Camerounais par rapport à ce qui s'est passé. L'heure de la justice, on en parle tout à l'heure, vous avez suivi le bâtonnier. C'est des procédures, on dit de flagrant délit. Il n'y a pas eu instruction. Ça dit donc qu'on n'a pas passé le temps, on a arrêté les personnes, on les a auditionnées normalement. Dans les délais prévus par la loi, elles devaient être présentées devant le juge. Ces personnes-là n'ont pas été présentées devant les juges. Ces personnes-là ont été éloignées de leur famille. Certaines ont été déportées, gardées dans les centres de détention, très très loin des familles, parfois en dehors des villes dans lesquelles ils ont été arrêtés. Et vous avez suivi, ce n'est pas le cas parce que c'était ici à Yaoundé, le gouverneur de la région du littoral dit que les personnes qui étaient arrêtées comme ça là devaient se prendre en charge. Au mépris des lois et règlements. Au mépris des lois. Donc moi, ma réaction ici, c'est de dire comme citoyen, vraiment, il faut garder pour chaque chose, conserver
la proportionnalité de ce qui s'est passé. Punir celui qui a commis un délit ou un crime par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport à une clameur publique qu'on aura fabriquée sur la base de, comment je vais dire ça, de mensonges ou en fait de déclarations non fondées. Pourquoi ces civils camerounais sont-ils jugés par un tribunal militaire? Pourquoi ces jeunes arrachés à la rue, au foyer, au débat, au rêve d'un pays en quête de vérité électorale se retrouvent-ils aujourd'hui face à une justice vêtue d'uniforme, une justice née pour la guerre et non devant les palais civils de la République? Pourquoi leurs parents sont-ils dans les couloirs d'une juridiction où l'on juge d'ordinaire les armes, les mutineries, les complots contre l'État et non dans les salles où l'on juge les citoyens ordinaires, les délits du quotidien, les fautes humaines? À quel moment un manifestant devient-il juridiquement légal d'un ennemi de la nation? À quel moment un cri dans la rue bascule-t-il dans le registre des menaces contre la sécurité de l'État? Car le tribunal militaire n'est pas un tribunal comme les autres. Il porte dans ses murs la mémoire des heures sombres, des temps de tension, des périodes où la survie de l'État semblait menacée. Alors pourquoi ces jeunes Camerounais y sont-ils conduits un à un, sous les regards des soldats, sous la froideur des grades, sous la solennité de la force publique? Quelles lignes juridiques ont été franchies pour que des infractions comme l'attroupement, la diffusion des messages, la contestation politique quittent le champ de la justice civile pour entrer dans celui de la justice militaire? Est-ce le texte des lois qui l'exige ou est-ce le contexte de la crise post-électorale qui l'impose? Juste un peu avant les élections du 12 octobre, le pays a commencé à se militariser. Donc du coup, c'est pour ça qu'on arrive à cette situation. Moi, j'ai pris la peine avant de venir de savoir pourquoi il y a une si grosse injustice sociale au Cameroun. Je reviens à Martinez Zogo. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait aucune raison que Martinez il menaçait en rien la sécurité de l'État. Moi, je pense que ces gars-là ne menacent en rien la sécurité de l'État. Moi, je lis la compétence du tribunal militaire. Infraction purement militaire, crime de guerre, terrorisme, infractions liées aux armes, les autres commis par les militaires en service, les civils dans les installations militaires en temps de guerre ou état d'urgence. En réalisation, Bon, on a fini, mais je voulais dire, le tribunal militaire était complètement incompétent par rapport à cette affaire. Ces jeunes, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, parce qu'on les a retrouvés, regroupés pour revendiquer. C'est des jeunes, hein, ils doivent revendiquer leur avenir. Donc voilà le rôle du tribunal militaire. Les faits reprochés à ces jeunes, c'est purement du domaine du tribunal civil ou correctionnel. Aujourd'hui, on ne peut être justiciable du tribunal militaire que soit parce qu'on est un militaire, c'est-à-dire des militaires machin, en raison de la personne, ou bien en raison d'un certain nombre de faits, parce que vous avez volé les faits de droit commun avec des armes à feu, ou bien que vous avez volé à l'intérieur d'une enceinte militaire, vous êtes justiciable du tribunal militaire. Sinon, pour tout le reste, les infractions qui vous permettent d'être justiciable du tribunal militaire, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État ou bien le terrorisme. J'aurais aimé que, dans la situation où ces gens sont, où parfois il y a des mineurs, qui, soit dit en passant, ne sont même pas justiciables du tribunal militaire de par la loi, qu'on puisse nous indiquer à laquelle de ces catégories correspond le motif qui justifie leur présence devant le tribunal. La personne qui porte l'accusation devrait en principe, dans chacun des dossiers, il faudrait que chacun d'entre eux puisse avoir un dossier qui est un dossier individuel, à l'intérieur duquel il y a l'ensemble des éléments qui permettent d'établir non seulement ce qui peut leur être reproché à eux individuellement, mais également qui justifie le type de procédure
qu'on a choisi de mettre en place. Que signifie ce basculement? Que devient la frontière entre le débat politique et la menace pénale? Entre la contestation et l'insurrection? Entre la parole et la faute? Quand la politique entre dans une salle d'audience militaire, quand les slogans de la rue se transforment en pièces de procédure, que reste-t-il de la démocratie telle qu'elle se rêve dans les constitutions? Pourquoi ne pas avoir confié ces dossiers aux tribunaux civils, là où le droit pénal ordinaire, la contradiction, la publicité des débats et la garantie classique de la défense sont le cadre naturel du jugement? Pourquoi choisir la voie plus lourde, plus grave, plus solennelle d'une juridiction pensée pour les situations extrêmes? Est-ce un simple choix technique, une nécessité juridique, une question de sécurité, ou le reflet d'un moment politique où l'État se sent menacé et durcit ses instruments? Pourquoi ces citoyens sont-ils jugés comme s'ils étaient des ennemis? On a assisté, comme on assiste dans cette affaire, à une surenchère de tout. Si j'avais envie d'employer les mêmes mots avec les mêmes accents, je dirais qu'il s'agit d'un terrorisme d'État. Parce que toute la période électorale ayant été aussi chaude que celle qu'on a vue, le résultat ayant été contestable dans son mode d'élaboration et largement contesté, je pense que l'État a voulu mettre la barre suffisamment haut, la barre de la répression, pour décourager toute tentative ou toute réitération. J'aurais aimé que quelqu'un me dise, les trois personnes qui ont été citées, c'est-à-dire Anissé et Kane, Dieucam et Abba Oyono, qui ont été arrêtés préventivement, avant même qu'il n'y ait eu le moindre mouvement de rue. Ils ont été interpellés par quoi? Quand vous dites la responsabilité est une responsabilité individuelle, quel est le motif pour lequel ils ont été interpellés? Il n'y en a pas. Je peux vous répondre. Ils ont été... Je sais que vous savez tout. Moi, je suis dans le dossier. Oui, je connais. Ils ont été interpellés. Et je vous dis, pour celui qui est encore en... D'ailleurs, ils sont toujours deux en cause, en dehors de Dieucam. Non, pas Dieucam, en dehors de celui qui est décédé. Aruna. Anissé Kane qui est décédé et pour lequel l'action publique est éteinte désormais. Les deux autres, même Abba Oyono, est simplement laissé en liberté, mais il continue à avoir une procédure qui est contre lui. On est encore aujourd'hui, au jour où je vous parle, en train de chercher les éléments sur la base desquels on va devoir ficeler une accusation. C'est les conditions dans lesquelles toutes ces personnes se trouvent à ce jour. Elles ont d'abord été arrêtées et rétrospectivement, je vous dis, pour reprendre même le fil de la mort, vous avez entendu Henriette Ekwe, qui ne peut pas être suspecte d'être une complaisante, voilà, qui vous a raconté le fil des événements qui ont conduit à la mort d'Anissé et Kane. On avait été une première fois au tribunal militaire devant le commissaire du gouvernement, arrivé à 11h, jusqu'à 22 ou 23h, il était encore en train de se gratter la tête à la recherche d'un élément pour permettre de les rattacher à une infraction. Il n'y en avait pas. On les a renvoyés au groupement, il y en avait certains qui étaient au groupement, les autres ils étaient au Z, où ils se trouvaient. Ils y sont restés encore à peu près une dizaine de jours. Je dis, mais ça dépasse largement le délai de la garde à vue. Parce qu'une garde à vue, pour qu'elle puisse être renouvelée tous les 15 jours, il faut qu'il s'agisse du terrorisme. Mais ils ne pouvaient pas mettre le mot terrorisme parce qu'ils n'avaient aucun élément de terrorisme. Il me dit, oui, mais maître, bon, ça on a déjà discuté là-dessus, on se verra plus tard. C'était au cœur de l'automne 2025, après l'annonce des résultats d'une élection qui déjà avait enflammé les esprits. Ce n'était pas une foule anonyme qui marche dans les rues du pays. C'était des citoyens, des pères, des mères, des enfants des villes, du littoral, du centre, du nord, de l'extrême nord, de l'est et de l'ouest, des jeunes, des vieux, réunis par une même pulsion, celle de demander des comptes, de contester, de faire entendre une voix. Leur cri n'était pas un coup de guerre,
il était un coup de cœur, un appel à ce que soit respectée la volonté du peuple. Mais dans la nuit du 26 octobre et au-delà, ce qui se trouvait dans les rues ne ressemblait plus à un simple débat politique. Rapidement, les forces de sécurité sont intervenues dans les manifestations avec gaz lacrymogène et canons à eau. Et dans certaines localités, des tirs ont été signalés. Des hommes, des femmes et des enfants ont été touchés ou blessés dans ces interventions, alors qu'ils participaient à des rassemblements pour exprimer leur désaccord ou leur inquiétude face aux résultats électoraux. Et puis, sont venues les arrestations. D'abord quelques dizaines, puis des centaines. Puis, selon les listes compilées par les défenseurs de détenus, des milliers, des noms inscrits derrière des barreaux, sans qu'une explication claire ne soit donnée aux familles. Certains de ces détenus étaient mineurs, âgés de 14 à 18 ans, arrachés à leur maison, plongés dans l'inconnu, sans voix ni gardien, pour comprendre pourquoi. Les forces de sécurité ont effectué des arrestations dans plusieurs grandes villes. À Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Tchang, à Bertoua. D'après les témoignages recueillis et les rapports disponibles des voix politiques, des leaders associatifs et même certains citoyens ordinaires qui auraient simplement partagé des messages ou appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux se seraient retrouvés arrêtés. Dans plusieurs de ces cas, les familles et proches ont signalé que les interpellations semblaient se dérouler sans mandat clair ni justification immédiate, laissant derrière elles un silence lourd et des questions sans réponse. Puis, il y a eu des décès en détention, des cas rapportés par des proches et des organisations de défense des droits humains, sans réponse transparente des autorités. L'un des cas les plus marquants fut celui de Anissé Georges Ekané, 74 ans, figure politique reconnue et président d'un parti d'opposition dont la vie s'est éteinte en détention après des semaines sans sous approprié, malgré des alertes répétées de sa famille et de ses avocats. Ce n'est pas seulement l'arrestation qui a marqué les esprits, c'est la façon dont elle a été menée. Prise de personnes à leur domicile, transfert soudain sous escorte, absence de notification à leur famille, difficulté d'accès à un conseil juridique dans les premiers jours. Et parfois même, selon des témoignages crédibles, des violences physiques et des mauvais traitements au moment de l'interpellation. Dans ce chaos juridique et humain, le traitement des détenus est devenu presque un deuxième drame. Ils ont été conduits à la prison centrale de Kondengi, à Yaoundé, une structure déjà surpeuplée. Avant cette crise où la promiscuité, l'air lourd, l'odeur des sueurs, la fatigue et l'incertitude se mêlent à la difficulté de maintenir l'espoir. Dans ce lieu conçu pour préserver, pour réserver à l'État la gestion de sécurité, les détenus civils ont été plongés dans une réalité carcérale étouffante où le temps s'étire, où les jours n'ont plus de nom, où les familles ne reconnaissent plus les visages changés par l'attente, la peur et parfois la maladie. Ce n'est pas simplement une question de détention, c'est une question d'humanité. Chaque personne arrêtée est une vie arrachée à sa trajectoire, à ses projets, à sa famille. Et les charges qui leur sont reprochées: propagation de fausses nouvelles, rébellion en groupe, attroupement, défaut de CNI,
apparaissent, selon les témoignages de proches et d'avocats, et même des experts, comme des qualificatifs qui ne reflèteraient pas nécessairement la réalité de leurs actes ou de leurs paroles. Sur quelle base légale des civils peuvent-ils être jugés par des juges militaires alors que leurs actes relèveraient normalement du droit commun? Et surtout, quelle impression cela donne-t-il aux familles, aux proches et à la population entière lorsqu'un tribunal censé juger la trahison et les crimes de guerre se penche sur des vies civiles, sur des citoyens qui ne cherchent qu'à être entendus? Ce n'est pas seulement une question juridique. C'est une question de tragédie sociale, de rupture entre l'État et ses citoyens, de familles qui ne reconnaissent plus les visages de leurs proches ramenés de la prison, de villages, de quartiers, de villes où la vie quotidienne est désormais marquée par l'absence et par l'incompréhension. Et dans cet espace-là, où les noms deviennent des chiffres, où les vies deviennent des dossiers, l'interrogation grandit, lourde, insoutenable. Qu'est-ce qui, dans la lecture du droit, dans la réponse de l'État, dans la gestion de cette crise, a conduit à transformer des citoyens en détenus, en suspects, en prisonniers, parfois sans explication suffisamment claire? Voilà le cœur du drame. Une humanité en souffrance, un pays en quête de sens et une réponse qui reste suspendue, attendant d'être mise en lumière par ceux qui demain pourront expliquer avec précision, avec droit, avec clarté pourquoi tout cela est arrivé. Merci à tous.